Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire in situ. On va parler de FinOps aujourd'hui. Alors j'ai deux invités super chouettes qui sont en coulisses et qui sont impatients de venir échanger avec vous. Donc vous pouvez commencer déjà dans le chat à poser vos questions sur le sujet. On va y répondre après. Mais là maintenant, surtout, dites-nous bonjour, dites-nous d'où vous venez, de quelle ville vous êtes, et puis on va échanger. Et puis alors, les gens qui regardent le replay, vous êtes des gens super chouettes, je suis super content de vous regarder ce replay. Je pense qu'on a passé un super moment dans le passé, ou qu'on va en passer un super maintenant. Je suis un peu perdu quand je parle au replay, quoi. Mais voilà. À tout de suite, je lance la petite vidéo et on va lancer de la promo tous ensemble. C'est parti. Dans le chat, est-ce qu'il faut que les bizdev de In-Situ se signalent en indiquant la ville dans laquelle ils habitent pour que vous puissiez les approcher? Si vous ne connaissez pas In-Situ, que c'est la première fois que vous venez sur un live sur cette page, déjà prenez le temps de vous abonner parce qu'il y a des lives tous les mois et ils sont toujours très chouettes avec des sujets différents sur l'IT. In-Situ, c'est un service pour les freelances et pour les entreprises. C'est une équipe qui place des freelances dans les grandes entreprises, dans les grandes DSI partout en France. Alors on a Jules qui est à Nantes, on va avoir beaucoup d'équipes à Lille, on va avoir beaucoup d'équipes à Lyon, à Valence aussi. Et rattrapez-moi dans le chat si j'ai oublié votre ville, rattrapez-moi bien sûr. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait plein de nouvelles localisations et de nouveaux secteurs d'activité. Il y a plus de 400 freelances qui travaillent, Valence je l'ai eu, il y a plus de 400 freelances qui travaillent avec des clients de In-Situ et In-Situ. Et ils ont également un service de portage salarial dont qu'on a pu aborder en détail lors du dernier webinaire juste avant Noël et c'était super chouette. Je savais que Jules était là, c'est le meilleur Jules, c'est mon préféré. Et Océane et Zineb qui sont à Valence. Très bien. Et donc aujourd'hui on va parler de FinOps. Et alors pour ça j'ai deux invités à vous présenter. Alors je vais les faire monter sur la scène. Donc préparez-vous, vous allez monter sur la scène. On va vous entendre. Vous êtes Clément et Bastien et je vais vous introduire rapidement. Est-ce que vous allez bien? Bonjour Damien, très bien. Merci de prendre un peu de temps avec nous avant le déjeuner. Clairement, on teste une nouvelle heure sur ce webinaire. Je ne sais pas. Dites-moi dans le chat si c'est plus pratique pour vous de le faire sur ce créneau-là plutôt que de le faire sur le créneau du déjeuner. Ou est-ce que ça aurait été plus pratique à 14h ça nous intéresse. Valence, Annecy et Grenoble, bien sûr. Et Grenoble aussi pour Océane. Hop. Alors, je vais rajouter vos petits noms parce que je pense qu'on les a pas là. Tac, tac, tac. Afficher le nom des participants. Bastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as travaillé pendant plus de 20 ans dans les éditeurs de logiciels et il y a un moment où tout a changé. Tu as croisé les personnes qui ont commencé à parler de DevOps à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, absolument. Donc, du coup, déjà, merci de l'invite. Il y a 2010, donc le terme DevOps, il a été inventé en 2009, donc par un Belge. Donc, faut être fier de nos racines européennes, Patrick Debois. Et puis, je rencontre deux autres Belges. Ils me disent, tu vas voir, on fait un truc. Et ils avaient vendu une première boîte à une boîte américaine, très innovante, très tech. Et l'idée, si vous vous souvenez, c'était toute la partie pipeline, release automation, automatisation des déploiements. Et du coup, gardez en tête ce sujet DevOps, parce que ça va nous être très utile pour le FinOps derrière. Donc ça, c'est mon background. Et effectivement, 20 ans pour des éditeurs de logiciels. Et progressivement, d'aller plus de grosses boîtes, type SAP, vers des petits éditeurs, parce que passionné d'innovation. Et puis souvent, ça arrive, quand tu fais petit, tu es innovant, tu es agile, ça intéresse les gros. Et la dernière boîte, on a été racheté par ServiceNow. C'était il y a plus de 3 ans maintenant. Et Clément, toi, ton histoire, elle commence par aller au Canada pour rencontrer les boîtes de la tech américaine, dans la boîte de la tech canadienne, et c'est comme ça que tu as eu l'idée de l'OTA. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Tout à fait, salut Damien. Moi, je suis sorti d'école, j'avais pas encore bossé et une super opportunité s'est offerte à moi pour aller passer un espèce de bootcamp entrepreneurial sur la région d'Ottawa et plus précisément chez Wesley Clover International. Et à ce moment-là, on m'a fait rencontrer les géants du télécom, de la tech canadienne, Mytel, etc. Et en rencontrant un concurrent d'IBM qui s'appelle Solace, on commence à m'expliquer que la facturation cloud, c'est compliqué, qu'on dépense des sommes pharaoniques. Et en fait, en rentrant en France avec mon associé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça? Et nous est venue l'idée finalement de créer l'OTA Cloud, un outil pour les FinOps et pour les consultants FinOps, pour permettre aux entreprises de pouvoir manager leurs dépenses liées au cloud. C'est le Lord of the API.
Exactement. Parce que Belle référence au Seigneur des Anneaux, ouais, tout à le fait. problème que ça résout, c'est qu'effectivement, quand on est multi-cloud, on a 18 API de facturation à réconcilier, quoi. Et ça, vous le faites C'est ça. clé en Une main, quoi. API pour les contrôler toutes. C'est quoi vos actualités en ce moment? Parce que le monde du FinOps, ça change tout le temps. Et du coup, les gens qui bossent dans cette dynamique-là, ils ont toujours des actualités. C'est quoi vos actualités à vous en ce moment? Alors, ouais, moi, je peux commencer par une petite anecdote client. C'est toujours la vraie vie qui parle. Donc, le premier, c'est de se dire, chez pas mal de clients qui ont fait leur move to cloud, leur migration, donc principalement Azure, AWS et GCP, on s'est dit, voilà, il y a ce move to cloud, il y a encore des workloads à bouger. Euh, Pas mal sont 60% du chemin, mais de dire, l'actualité 1er janvier 2024, chez plusieurs de mes clients, il y a des nouveaux drivers qui sont de dire, cette fois, on ne va pas juste faire du showback, de montrer ce que ça coûte, mais il y Ouais. a vraiment un principe de refacturation. Donc, du coup, Damien ou Clément, votre budget, c'est pas comme 2023, si on dit, bah tiens, ça dépasse de 15%, on le constate, et tu as un plafond, et donc, ça devient ton problème. Donc, ce côté accountabilité et responsabilité, c'est vraiment un game changer. Et puis, ils l'ont anticipé dès l'année prochaine pour dire, voilà ce qu'on fait. Et il y a eu des revues budgétaires au mois de janvier chez mes clients. Et ils se sont dit, en fait, là où on disait que c'était pas mal de faire du cloud FinOps, c'est-à-dire, en fait, Finance vient de nous expliquer qu'en fait, c'est pas que c'est pas mal, c'est qu'on a une exigence d'aller chercher X millions de réducs. Donc, en fait, on va vraiment le faire. Et ça, je pense que c'est nouveau, parce que moi, quand j'ai monté Cloud FinOps en 2023, c'était en prévision. Hein, c'est 615 milliards de dépenses et tu as 32% d'overspending, en disant il y a du gâchis. Mais là, ça devient très concret et ça rentre dans des objectifs stratégiques de boîte. Comment tu mesures l'overspending, du coup? Ouais, c'est un bon point. Donc, déjà dans les consoles, tu vois effectivement certaines recommandations de right sizing, de redimensionnement. Tu vois des recommandations, on en parlera, de start and stop, d'arrêt des machines non productives ou parfois intégration, soir, nuit, week-end. Et puis d'aller chercher sur du storage ou ce qu'on appelle des ressources fantômes qui ne fonctionnent pas. Donc il y a des outils qui sont propres au cloud provider. Il y a des outils comme FinOps, comme Lota Cloud qui permettent de faire ça. Et l'idée, c'est simplement de se dire, après, c'est du bon sens, hein, c'est de se dire, si j'ai des ressources qui, en termes de CPU, mémoire, sont utilisées à moins de 30%, à moins de 20%, ça pose questionnement. Et après, là où le dialogue il est hyper intéressant, pour ceux qui sont en ligne, c'est de dire, bah ouais, mais du coup, moi, je suis développeur, le but, c'est la qualité de mon appli, et puis moi, je suis côté Ops, c'est que ça tourne 24/7, faut pas me rajouter une contrainte supplémentaire. Et il y a des éditeurs qui sont intelligents, ils ont effectivement fait des prérequis, et je suis les specs des éditeurs. Sauf que le sujet, c'est que chacun s'est pris une marge de couverture, et à force de ça, bah, tu arrives aux 20% d'utilisation, et là, tu dis, il y a un problème, quoi. Et on en est là dans beaucoup de cas et beaucoup de situations. Donc, il y a beaucoup de gâchis, et c'est comment on arrive à aider les équipes. Donc, c'est vraiment people, process, product. Hein, comment on arrive à aller faire des petites optimisations, des petits gains, des petites victoires, et pour le faire vraiment à l'échelle, quoi. Clément, c'est quoi les choses à savoir quand on vient du monde FinOps? C'est quoi les choses que tout le monde connaît? Vous m'avez parlé de la FinOps Foundation. C'est quoi les acteurs, les mots-clés? Il y a peut-être il y a peut-être 2-3 notions qui sont familières pour tout le monde et qu'on devrait démocratiser tout de suite? Ben, déjà, comment dire, en se présentant, Bastien a aussi bien présenté les choses. Le FinOps, c'est une continuité du DevOps, Ouais. enfin, en tout cas pour moi. Du coup, déjà, il y a aussi effectivement le temps d'acculturation, hein. Le DevOps, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est devenu standard, mais le FinOps, la FinOps Foundation est vraiment apparue en 2019. Donc déjà, en effet, il y a ces termes-là, j'ai envie de dire. FinOps Foundation, le mot FinOps, le right sizing, le start and stop. Voilà, tout ça, c'est effectivement c'est du vocabulaire qui doit être popularisé au niveau de cette communauté-là, pour justement faire prendre conscience aussi que ben il y a des termes spécifiques et pas forcément, je dirais, qu'au profil technique. Les profils un peu plus financiers, ça, je pense que Bastien nous en parlera un peu plus. C'est un peu plus aussi les gens avec qui ils discutent au quotidien. C'est de faire prendre conscience qu'il faut vulgariser finalement un petit peu la tech et aider les techs à digérer un petit peu des fois certains paramètres financiers.
Bah, justement, déjà, tu vois, dans les équipes aujourd'hui, avec le DevOps, un dev, il va il se retrouver à faire du run la majorité de son temps, alors qu'avant, il codait des features et ils s'en foutaient de comment c'était en prod. Maintenant, on lui met des SLO, des SLA, des indicateurs de Green IT, des indicateurs de FinOps. Le DevSecOps, maintenant, on lui demande la cybersécurité. Il y a un vrai phénomène de saturation. À quel moment on fait des features, quoi. Vous avez ça comme sensation quand vous allez dans les équipes et que vous essayez d'apporter la pratique? Ouais, clairement. Et du coup, voilà, moi, je parlais de ServiceNow, j'avais en charge la partie DevOps pour l'Europe du Sud. Et la stat qui était de dire, finalement, ça dépend des pays, ça dépend des contextes, mais que des développeurs, on est à la fin que 35 à 40% pour coder, ce que tout le monde aime faire. Juste, c'est pas normal. Et c'est souvent comme ça, hein, dans les grandes vagues informatiques. Tu dis, bah écoute, il y a un problème, donc on va trouver une solution, et puis tu as une espèce de course et de fuite en avant. Ce qu'on regarde avec les clients, tu as le triangle du FinOps, hein, de la FinOps Foundation qui est connu, mais ça s'applique sur pas mal de sujets. Tu as le temps, la vitesse, hein, le speed, tu as la qualité, tu as les coûts. Et là où tu as raison, tu peux rajouter la sécurité. Donc, et l'idée, c'est de dire, à chaque fois, on trouve un compromis, parce que tu peux pas être vertueux ou au top sur chacun des trois axes. Et en fait, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un chemin. Et le FinOps, comme le DevOps, il y a des moments, parce que l'actualité le demande, tu vas mettre un peu plus un coup d'accélérateur sur la vitesse et la qualité. Tu lances un nouveau produit, un nouveau service, etc. Tu acceptes que du coup, en termes de coût, tu sois un peu plus large. Et puis de temps en temps, là, période de récession aussi, il faut réduire la voilure. Donc tu mets un coup de projecteur sur les coûts. Mais il faut aussi, c'est un acte managérial de leadership. Il ne faut pas mettre toutes les injonctions en même temps, sinon ça devient des injonctions contradictoires. Mm. Et au final, nous, ensemble, on se retrouve, on dit, bah ouais, mais enfin, il faut savoir, c'est priorité 22, par où on commence, quoi. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et après, il y a un thème qui a été évoqué aussi par Clément, c'est la communication. C'est-à-dire que c'est du collaboratif. Hein. DevOps, c'est vraiment ça. Hein. C'est de comprendre le métier et les contraintes des uns et des autres au niveau de la prod, au niveau des études. Et là, on rajoute d'autres acteurs, notamment finance, achat, etc. Je vais prendre la question qui est dans le chat, hein, et puis bonjour à Antoine qui nous rejoint. N'hésite pas à poser tes questions. Alors ça, c'est Jérôme, hein, qui nous demande ça. Et évidemment, c'est une question dans le FinOps. Comment on réconcilie finalement le on-premise et le cloud? Euh, J'imagine qu'on peut avoir des indicateurs plus facilement sur ce qu'on a comme coût en on-premise, mais il faut l'étaler un petit peu, alors que le cloud, on paye à la VM. En on-premise, je peux estimer l'impact carbone. Est-ce que les fournisseurs de cloud, ils fournissent des impacts, ces indicateurs-là aussi? Enfin, c'est pas j'ai l'impression, ouais, effectivement, c'est jamais bien aligné, quoi. Est-ce qu'on est mieux chez soi? Comment on gère l'hybridation, quoi? Le cloud va avoir un coût et surtout un changement de paradigme finalement entre de l'amortissement. Donc voilà, je dépense une grosse somme d'argent, je l'étale dans le temps et puis je peux calculer la rentabilité. Finalement, la tech n'a pas besoin de faire tout ce calcul et toute cette partie-là. C'est vraiment plutôt la partie comptable et financière qui va s'occuper de corréler les achats avec les investissements financiers de l'entreprise. Le cloud est en train de changer finalement un peu tout ça. Et même finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien, mais on tend petit à petit vers une forme de modèle hybride où il faut trouver ce compromis entre qu'est-ce que je peux mettre dans le cloud, qu'est-ce qui est efficace à mettre dans le cloud, et au contraire, sur quoi je peux investir pour essayer d'amortir un peu plus le coût, parce que, pour différentes raisons stratégiques dans l'entreprise. Donc là, il y a vraiment un point finalement où les entreprises sont en train de maturer, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là. Et puis, ça va dépendre aussi finalement des gens qui sont à la tête de l'entreprise. Le CTO, on a des CTO qui ont des visions très jeunes, très innovantes, qui n'ont pas peur de prendre des risques et qui vont se dire, ben voilà, on va aller mettre une infrastructure dans le cloud parce que faire de la sécurité, c'est quand même une majeure partie de leur boulot. Il y a de la disponibilité de services, il y a de la performance, il y a des nouvelles solutions qui vont permettre de déployer plus facilement. Alors, on parlait des mots, par exemple, à intégrer dans le langage FinOps, je vais dire attention au vendor lock-in. C'est ce facteur finalement à s'enfermer chez un seul fournisseur de services parce que ces microservices sont justement bien structurés et que du coup, bah, on a tendance par facilité à rester chez lui. Mais derrière, quand on doit partir ou migrer, bah, ça devient plus compliqué. Quand il est tombé, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis, d'autres CTO, du coup, qui vont avoir des visions, on va dire, un peu plus old school,
qui vont dire, bah non, moi j'ai un gros background d'ingénieur, je sais maîtriser une infrastructure, je sais faire. Puis bon, après, on va se retrouver aussi dans les cas, j'ai des exemples hein, dans des boîtes de l'armement, par exemple, ou de la défense, Ouais. où là, on va dire, là, c'est un no way, mais pour d'autres raisons, parce que voilà, on a besoin de sécuriser l'infrastructure. Ouais, parce que c'est quoi les bonnes proportions? J'ai l'impression que j'entends un peu tout. L'autre jour, j'écoutais un podcast If This and Dev où ils avaient l'air de dire que c'était généralement accepté de penser que 85% des serveurs en France, ils sont ni dans un DC ni dans le cloud, ils sont posés dans un bureau, quoi. Limite, s'ils sont contents, ils ont une armoire rack, quoi. J'ai aussi beaucoup interviewé de DevOps qui me disait que finalement, avec le Shadow IT, la moitié de la charge de CPU, elle est plus dans le vrai IT, elle est dans du cloud en Shadow, quoi. C'est quoi les bons ordres de grandeur et puis finalement, le Shadow IT, comment on l'estime, quoi. C'est un sujet aussi. Peut-être petit point, et peut-être, alors je prendrai Vas-y. la question, mais pour aller dans le sens de Clément, donc tout à fait d'accord sur la réponse, elle va être hybride. Et alors c'est intéressant parce que tu as certains grands clients historiques, hein, on parlait tout à l'heure là, pour se chauffer sur le café, mais on parlait du mainframe, de la S400, etc. Donc quand tu es une banque, une assurance, tu t'es appuyé sur des technologies IBM qui datent des années 60, bah, effectivement, il y a une complexité extrêmement forte parce que tu as ton legacy à faire tourner, tu as du COBOL, du C++, et puis tu as l'adoption du cloud. Moi, je me souviens en 2010, j'intervenais auprès de grands utilisateurs du CAC 40. Chacun des directeurs informatiques disait, moi vivant, le cloud, j'irai jamais. Ouais. 2020. Non, mais je veux dire, avec le SaaS, on avait déjà le sujet, tu vois. Quand on a commencé à vendre, quand les boîtes ont commencé à vendre du SaaS, on avait déjà le sujet. Le DSI disait oui, bah, moi, je voudrais que ça tourne dans un serveur chez moi. Oui, mais c'est un SaaS en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Après, pourquoi hybride? Parce que, et là, ça va être intéressant, c'est que comme on le sait, hein, les grands acteurs, les trois qu'on a cités, puis tu rajoutes Oracle et IBM, là, tu as 71% de part de marché, ça pèse 615 milliards. En 2030, ce sera évolué à 1600 milliards. Donc, pour vous donner un peu les proportions, c'est des budgets d'État. Hein. Et Ouais. donc, les 5, c'est des sociétés américaines. Et après, tu as des acteurs chinois, et il y en a quelques-uns français, hein, on les connaît, Dassault, effectivement, Outscale, OVH Cloud. Il y en a quelques-uns, et certains challengent, on disait, ouais, mais c'est les premières étapes de cloud, mais tu n'as pas un catalogue aussi riche. Donc, on est sur des sujets au-delà de la souveraineté, mais effectivement, qu'est-ce que je mets dans le cloud? Et il y a des données que je veux garder, qui sont effectivement cloudées, ou alors du cloud, des instances de cloud privé. Et donc, la réponse, elle est plutôt hybride. Deuxième élément, il y a des sujets économiques. Je pense l'exemple Prime Video d'Amazon, qui est utilisateur d'AWS. À un moment, ils ont dit vitesse, parce qu'il faut rattraper Disney qui allait super vite sur l'innovation pendant le Covid. Et donc, on met le paquet sur le fameux triangle, hein, sur la vitesse et la qualité. On ne regarde pas les coûts. Lambda à fond, microservices, containers, etc. Rapport ensuite, une fois que le marché il stagne et que là il y a une guerre de prix, ils ont dit attendez, tu as vu la facture? Et AWS est OK pour que Prime Video, le cousin, communique en disant bah, on a revu notre architecture, on arrête les lambda microservices sur ça et on est revenu sur quelque chose de plus classique, 90% de savings. Donc du coup, tout dépend des moments. Et il faut bien, et c'est là où c'est complexe. Oui, puis ils ont moins besoin d'élasticité aussi une fois qu'ils stagnent. Donc forcément, ça me paraît logique aussi de chercher des coûts. Après, nous on utilise par exemple des fonctions à la place des workers, et ça a quand même pas mal d'intérêt. Et à la fin, on a un site de trafic qui prend plusieurs millions de requêtes par mois et on dépense moins de 20 000 euros par an en coûts cloud et infra, quoi. Et c'est là où l'approche FinOps est intéressante, Damien, justement. Ouais. C'est si on raisonne sur un scope vraiment technique pur, et voilà, on est ingénieurs tous les deux, hein, on sait qu'il n'y a pas une seule solution à un problème. Il y a plusieurs solutions à un problème. Et donc, du coup, tu peux structurer ton architecture de différentes façons. Finalement, l'approche FinOps by Design, elle va permettre d'ajouter un paramètre à ces plusieurs solutions. Et en fait, on va justement pouvoir étalonner en début de projet combien va me coûter mon architecture et donc estimer par rapport à des fréquentations d'usage, etc. Et donc c'est là où finalement, si on rajoute ce paramètre financier, et on rajoutera, je pense, un paramètre carbone dans les années à venir, finalement, trouver la bonne stratégie tech, la bonne stratégie cloud ou hybride qui permet de répondre et aux besoins financiers, et aux besoins techniques, et aux besoins écologiques de l'entreprise.
La question de Jérôme, elle est un peu technique. On va essayer de la comprendre tous ensemble. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il déploie des microservices, des agents sur les infras de ses clients et sur de l'infra cloud. Est-ce qu'il peut utiliser l'OTA pour pouvoir expliquer à son client combien ça coûte? Je crois que c'est ça sa question, hein. Tout à fait. L'OTA, en fait, on va vraiment récupérer ce qu'on appelle les notions de tag. Et donc, généralement, quand on fait du microservice sur des infrastructures, on va avoir la bonne pratique. Voilà, j'ai même pensé de dire, c'est une bonne pratique FinOps de dire, on va venir taguer ces microservices pour être capable derrière de faire de l'allocation de coûts, de gérer son allocation de coûts. Ça, c'est un truc en un clic, une seule collection. Nous, on se connecte à l'infrastructure. On va tout de suite avoir cette vision d'allocation des coûts par tag, par service, par produit, par compte, par subscription ID et ce genre de choses. Ouais. Tout à fait. Tu parlais de refacturation tout à l'heure, Bastien. Alors pour être sûr que je comprenne bien, l'idée c'est de bien comprendre le coût d'une application pour refacturer l'utilisateur interne, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, du coup, ce qu'évoque Clément là est tout à fait juste. Déjà, il faut avoir les yeux, faut voir et comprendre ton périmètre. Ouais. Et il y a plusieurs façons de le voir. Tu le vois sous l'angle technique, tu le vois sous l'angle des usages des utilisateurs, donc les clients de nos clients, quoi, quelque part. Et là, on peut voir effectivement, tu peux associer des courbes. Donc, il y a des exemples, tu associes des transactions carte bancaire avec ta performance et les usages sur le cloud. Donc ça, cette corrélation, ça te donne, on parle de unit économique, d'aider le client à dire, définis ta bonne unité de valeur. Donc j'ai un exemple Thales, par exemple Thales Avionics, qui font les écrans à bord des avions. Donc ils en construisent 1,6 million il y en a 1,6 million qui sont déployés. L'idée, la finance et les métiers ont dit, moi, je veux savoir la structure de coûts, ça me coûte combien, y compris les coûts de l'IT et les coûts du cloud pour construire cet écran. Donc ça, il y a un petit peu de boulot pour faire ce fine-tuning. Mais avant ça, c'est de dire mon coût d'acquisition de client, c'est quoi? Et en fonction de ça, tu peux ajuster. Et après, deuxième étape, pour être précis, c'est de les rendre actionnables. Et ensuite, moi, j'aime à dire, aussi beau soit l'outil FinOps, si en fait tu dis, bah tiens, sur Kubernetes, j'arrive effectivement à voir que je peux réduire, et ça peut être massif hein, sur Kubernetes. Donc souvent, le FinOps sur Kube, sur les microservices, c'est associé, pour répondre à la question aussi, à des aspects de sécurité et de vulnérabilité. Donc parfois, il y a des outils mix, FinOps, SecOps, mais de dire comment je rends ça actionnable. Une fois que j'ai fait le constat, concrètement, qui va s'occuper de faire l'action, quoi. Et ça, c'est passionnant parce que ça dépend des organisations, ça dépend des contextes, et c'est là-dessus qu'il faut bosser parce que sinon, tout le monde sait qu'on peut faire mieux, mais où sont les quick wins et comment on s'assure que ce soit fait, quoi. Et ça Romain, permet il dit que finalement, Vas-y. non, juste pour compléter ce que dit justement Bastien, c'est que dans la tête du FinOps, généralement, c'est une méthode. Tu sais, c'est un truc que tu appliques, c'est une espèce de process, etc. Le FinOps, finalement, selon la définition de la Finance Foundation, c'est un peu plus large, dans le sens où, en fait, c'est un mode organisationnel, quoi. On est vraiment sur justement le... C'est pour ça que je dis que c'était la continuité du DevOps, c'est que c'est pas uniquement une façon de procéder, c'est vraiment quelles sont les personnes qu'on met autour de la table, comment on discute et c'est quoi l'axe de conversation, quoi. Ça va dans le même sens, hein, tu vois. Romain disait les tags et les labels, c'est la base dans le FinOps. Moi, j'ai l'impression que depuis 2 ans, j'en parle aussi avec des cloud advocates qui, en interne, expliquent aux équipes produits, aux équipes projets, qu'il faut taguer les VM correctement parce que derrière, côté Ops, ils regardent les VM, ils savent pas dire si c'est un environnement de test ou de prod ou quoi, hein. Donc le sujet des tags, finalement, c'est même de l'organisation, c'est déjà un bout de documentation au niveau infra, on est d'accord? Il y a ça, et puis souvent, donc, dans le FinOps, il y a la notion de virtual tag. Pourquoi? Parce qu'on a tous déjà des tags techniques et qui sont indispensables. Et en fait, on se rend compte sur des ressources cloud, ça remet à nouveau une contrainte de mettre des tags. Et donc, il y en a plein qui le font directement dans AWS, Azure, GCP. Et après, de se dire, oui, mais attends, une fois que tu vas me sortir ça, que ce soit mon Power BI, mon BigQuery, comment je fais pour le rendre intelligible, intelligent? Ouais. Et le FinOps se nourrit de la data. En fait, dans la définition du FinOps, c'est la concaténation de finance et DevOps. Et ça, c'est super important. Donc, tu retrouves le collaboratif. Et surtout, c'est de prendre des décisions qui soient éclairées de la donnée et la plus précise possible. Donc, ce qu'on voit, toutes les ressources sont pas tagables, on le sait. Donc, tu vas sur du compute, du storage, du storage, du network, comment tu fais? Et certaines ressources qui sont pas tagables. Donc, il y a eu ces 3-4 dernières années
cette notion de virtual tag. Alors, désolé pour tous les Ouais. acronymes et anglicismes, mais c'est de se dire, en fait, tu peux mettre une couche d'abstraction et tu dis, ça, c'est des tags, c'est hyper flexible. Ça se fait aussi dans des applications CRM type HubSpot. Hein, tu peux taguer certains groupes de personnes. Et ben là, c'est pareil. Tu tapes certains groupes de ressources et ça t'aide à faire ton suivi budgétaire et ta refac, notamment. Il y a une question de notre ami Jérôme hein, qui va dans le même sens et ça m'intéresse que vous y répondiez. C'est est-ce que finalement, je vais l'élargir un peu la question de Jérôme, est-ce que finalement l'IA va nous aider à prédire les budgets ou est-ce qu'on peut intégrer dans les logiciels ou même dans les diags ou dans les recommandations des IA qui vont nous aider à faire la météo, prédire quand est-ce qu'on doit allumer, éteindre les instances? Parce qu'aujourd'hui, on a des load balancers et des autoscalers au niveau DevOps. Est-ce que demain, on peut faire du prédictif sur la charge avec de l'IA, quoi? Alors, il y a deux trucs hein, pour répondre à cette question. Effectivement, il y a de l'autoscaling et ce genre de choses. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'autoscaling dans le cloud, c'est payant. Donc, en soi, vous allez dimensionner quelque chose. J'applique de l'autoscaling chez AWS, je crois que c'est Beanstalk qui fait ça, par exemple, sur du compute. Dès que vous allez dépasser votre quota, en fait, la facturation, elle va être extrêmement plus chère, le temps de l'autoscaling, et ensuite, elle va repasser au prix standard. Donc déjà, voilà, l'autoscaling dans le cloud, ça a un coût. Ensuite, surtout si tu es sur l'IAS ou du PaaS comme Beanstalk, quoi. c'est ça. Et ensuite, effectivement, l'IA va pouvoir aider les responsables FinOps dans la prédiction des budgets, la prédiction des coûts. Après, une anomalie qui va survenir comme ça de façon très spontanée, ça, c'est un truc, généralement, une IA, ou en tout cas dans le FinOps, on ne pourra pas le prédire. En tout cas, on n'est pas encore capable de le faire. Typiquement, pour référencer un peu à l'OTA, aujourd'hui, nous, on a une estimation, une prévision, par exemple, sur les dépenses des budgets. On a des clients, l'année dernière, on a été capable de leur annoncer fin août, début septembre, qu'il allait avoir 300 000 euros de hors budget sur un périmètre à la fin d'année. Sur des clients qui dépensent plusieurs millions par an. Voilà, c'est pas négligeable. Et en effet, l'IA va venir s'intégrer petit à petit, encore plus dans les outils FinOps, je pense, pour aider sur la partie budgétaire. Comment on peut prévenir une hausse, une baisse des dépenses, etc. Et puis derrière aussi sur l'automatisation de tout ce qui va être recommandation, optimisation. On va être capable d'analyser des comportements d'usage. Par exemple, le start and stop, c'est un bon exemple où on va être capable de dire, tiens, là, tu as des VM qui sont identifiés par rapport à leur tag comme des environnements de production. Ça, c'est des environnements de dev. Tiens, c'est marrant, les environnements de développement, ils fonctionnent à 100% le soir et les week-ends, alors qu'en fait, on n'a pas de pic de connexion ou de log sur ces trucs-là. On serait tout à fait capable, du coup, d'automatiser et d'analyser toute cette partie-là pour aider justement la prévision finale. Alors, on parle de start and stop depuis tout à l'heure. En vrai, moi, avant de vous avoir rencontré, j'en avais jamais entendu parler. Les SRE, par contre, ils parlent de scale to zero beaucoup. Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Alors, moi, je prends la réponse. Pas forcément. Donc, ça désigne quelque chose de plus précis. Donc, c'est l'arrêt et le redémarrage de machine. Je fais le naïf aussi. Et du coup, l'idée, c'est simplement de se dire, regarde tes machines dont tu n'as pas besoin soir et week-end. Et si vous faites le calcul, quand tu prends le 24/7, tu multiplies le nombre d'heures et tu fais la même sur ne serait-ce que 11 heures par jour x 5, tu as 55. Et donc, j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 67% qui est gâché. C'est-à-dire que si tu enlèves les nuits et le week-end, c'est gâché. Donc, le start and stop, c'est une des recos à mettre en place. Là aussi, c'est un process. Donc, il y a des contraintes parce qu'il faut le respecter. Il faut ta procédure de redémarrage d'urgence parce que ça peut arriver. Et un autre truc là où il faut faire gaffe, c'est les fuseaux horaires. Parce que si tu dis, pendant que j'ai fait ça, mais il y a mon équipe en Inde, mes collègues qui sont en train, et puis quand ça va se réveiller aux US, et ça, c'est un vrai sujet, et plus tu as des organisations internationales ou grandes, plus finalement, tu réalises qu'il faut trouver le bon équilibre pour faire ça, quoi. Mais c'est du bon sens de le faire. En termes de savings, tu as des éléments qui sont effectivement significatifs. Et puis encore une fois, c'est du bon sens parce que c'est comme éteindre les lumières dans la pièce quand tu n'es pas dedans. Là, clairement, ça ne sert pas en fait. Après, l'autre élément, pour revenir sur l'IA, moi j'aime bien dire, tu as l'IA pour le FinOps et tu as le FinOps appliqué à l'IA. Pourquoi? L'IA pour le FinOps, c'est les cas d'usage qui ont été expliqués par Clément. Ça s'y prête très bien. C'est un des cas d'usage de l'IA, c'est le machine learning. C'est de dire, j'ai un gros volume de données.
comment je fais pour prévoir et ce qui a été mis. Je sais que la dernière fois, je t'ai fait une préco sur telle machine. Ça a bien fonctionné. Le retour, il est positif. Tu n'as pas eu de problème de perf et tu as un renforcement qui est fait. Donc ça s'y prête vachement bien. Et pourquoi le FinOps pour l'IA? Parce que pour l'instant, tout le monde s'amuse sur des cas d'usage IA. C'est sympathique, ça mange pas trop de ressources, patati patata. On va trouver des cas d'usage métier super intéressants. C'est passionnant. Mais en fait, ça va nous occuper, Clément et moi, dans les 3 prochaines années. Parce qu'en fait, ça va être exponentiel en termes de données. Donc là, on aide, tu libères du budget pour financer des projets d'IA. Il faudra qu'on prenne la question de François Villain après, mais je veux rebondir là-dessus. J'ai un webinaire avec un autre partenaire où on parle d'IA et l'intervenante qui intervient avec moi, elle insiste sur l'impact carbone de l'IA générative dans les entreprises. Est-ce que c'est parce que je comprends que ChatGPT à l'entraîner, ça consomme un bus et chaque requête, de manière générale, leur coûte des actions qu'ils donnent directement à Microsoft. Mais les LLM qu'on utilise dans les entreprises, elles sont entraînées avec beaucoup moins de jeux de données, elles ont beaucoup moins besoin de carbone pour tourner. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu contre-intuitif. Tout le monde ne fait pas manger des terras de données à ses IA, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou pas? Ouais. Est-ce que c'est la bonne intuition? Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand tu parles banque, assurance, télécom, etc., quand ils te disent oui, je vais le jouer sur des milliards de data et des millions de données clients, malgré tout, je ne suis pas en train d'aspirer les 150 milliards de pages du web. Donc, il faut le relativiser. Par contre, derrière, il n'y a pas un Miracle ou un OpenAI. Tu as plein de corporates. Donc, mis bout à bout, ça peut quand même avoir un impact. Donc, c'est toujours pareil, c'est pour quel cas d'usage, quelle pertinence du cas d'usage tu vas le faire. Ce sera certainement effectivement moins gourmand. Et ce qu'on va voir se dessiner, parce que là aussi, ça va être stratégique, on en revient au côté hybride. Il y a des sujets sur lesquels tu joueras avec des technos qui effectivement seront adaptés type Mistral AI, et qui seront peut-être avec un œil très regardant dans un cloud type un Thales qui soit associé à GCP, en disant c'est ultra sensible comme data. Donc du coup, on a mis un niveau de sensibilité sur le cloud aussi. Il ne faut pas se mentir, le constat aujourd'hui qu'on fait quand même par rapport à l'usage du cloud, on va dire l'IA encore, c'est encore une petite partie aujourd'hui, quoi. On regarde la majorité des grands groupes, les boîtes du CAC 40 et ce genre de choses, la majorité de leurs infrastructures, c'est du compute et du storage avec un peu éventuellement des fois des applications qui ont du serverless ou du Kubernetes ou ce genre de choses. L'IA va arriver petit à petit. On n'est pas encore sur des grosses infras ou des microservices IA dédiés. Avec du NPU et ce genre de choses pour vraiment faire de l'IA. On n'en est pas encore là aujourd'hui. On est encore limite au stade de R&D. Donc, c'est des budgets dédiés, contrôlés. Voilà. Mais tout comme finalement l'adoption du cloud au sens large. On a mis... moi, le cloud, on en parle depuis que je suis arrivé en études sup, 2010-2011. On est en 2024 et on parle encore de migration, de lift and shift, etc. Donc, il y a encore un petit bout de chemin à faire, je pense. Pourtant, on a l'impression que, depuis la chute du Web3, on a l'impression que c'est les data scientists qui mangent toutes les cartes graphiques, quoi. Et que Nvidia est en shortage parce que les data scientists les prennent avant qu'on puisse jouer avec, quoi. Non, je partage. Chacun a mis une ligne dans le budget, mais ça reste modeste. Par contre, voilà, c'est le trend, c'est la croissance qui est importante. J'ai compris, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Prendre sa voiture, c'est pas grave, mais à la fin de la journée, tout le monde a pris sa voiture et c'est la moitié de l'énergie française qui part dans une station essence, quoi. Je comprends. Ok. Attendez, on va essayer de prendre la question de François. On l'a dit ensemble sur l'approche GreenOps. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui peut faire aujourd'hui autre chose que choisir la bonne région au départ? La Pologne, c'est dégueulasse. La France, c'est bien. Alors, pas en termes de bouffe. Et ensuite, avoir une approche FinOps de réduction des coûts qui, en première approximation, permet de réduire la facture CO2. C'est vrai que on est paumé dans les régions. Je pense que c'est pour ça aussi que les fournisseurs de cloud, ils ne donnent pas de chiffres sur les régions. On ne peut pas se rendre compte de ce que ça... parce que même si l'énergie elle est mauvaise en Pologne, peut-être que le DC qu'on est en train de consommer, il est méga optimisé, quoi. Puis tu as plein de paramètres à prendre en compte là-dessus. Alors déjà, pour répondre à la fin de la question, le FinOps, en tout cas l'approche FinOps, va avoir un impact sur l'aspect CO2. Le start and stop dont parlait Bastien, j'optimise mon usage au quotidien. L'exemple, il est simple. Je entends mon père me dire c'est pas Versailles ici, il faut éteindre les lumières. C'est une facture d'électricité qui est moins élevée à la fin d'année, donc une production d'énergie, en tout cas, que nous, on va pas consommer.
Donc en effet, il y a un lien direct entre l'optimisation coût-performance et donc du coup carbone au niveau de l'IT. Après, en effet, c'est vrai qu'il y a un flou, et on en rigolait en fait tout à l'heure avec Bastien sur la transparence vis-à-vis des hyperscalaires, donc Azure, AWS, Google et même d'autres fournisseurs de services sur l'impact carbone de leur data center. Généralement, ils vont parler sur une globalité, mais on le voit très bien sur des cas comme Google par exemple, Ouais. où Google voilà, donne les infos. Il y a la petite feuille verte avant la souscription du data center. Néanmoins, on n'a pas les informations de consommation. Typiquement, vous allez avoir un serveur Google, un data center Google en France. Il va être alimenté potentiellement par des énergies vertes. Derrière, vous avez Google qui va dire oui, mais alors en fait, notre data center en Belgique, lui, il est vraiment low carbone parce qu'on a mis en place un système de panneaux solaires pour alimenter 70% du DC, etc. Euh, Bah, Finalement, en l'occurrence, pour être précis, de mémoire, Google n'a pas de data center en France. Il y a une région Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une région Paris et pas une région France. La région Belgium, c'est un data center qui leur appartient, ils sont en propre. ouais, Mais à exactement. la fin de la journée, la région Paris, ils sont dans le même data center que AWS. Juste, c'est la salle d'à côté. Il y a marqué AWS sur la porte et Google à gauche, quoi. Oui, mais ça, tu le vois aussi, tu vois, tu as des grands acteurs comme Equinix ou d'autres. C'est ça, hein. Soft Azure et sur Ulysses, ça tourne sur du Colt. Et au final, c'est quand même, c'est eux qui sont, que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de marge sur l'opération des infras, mais c'est Ouais. quand même leur responsabilité. Donc, moi, le choix de mon logo, qui est voilà, le petit oiseau Cloud FinOps, c'est que le GreenOps, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire que déjà, il y a un symbole, c'est de dire, on a une responsabilité collective, hein, on voit, hein, donc des anciens nous l'ont dit, mais là, vraiment, on est dedans. L'impact CO2 de l'IT, ça va dépasser celui du trafic aérien. Et du coup, ce qui est un peu frustrant collectivement, et en même temps, c'est à nous de faire notre part, c'est qu'on dit en fait, c'est le coût de construction des ordinateurs, des Mac, des PC et des serveurs. C'est ça qui impacte 60-75% dans la chaîne. Néanmoins, dans les data centers, si on arrive, nous, utilisateurs, à faire réduire la voilure par tous les mécanismes, on y contribue. Et là où l'Europe a un rôle à jouer, qui est hyper important, moi j'y crois beaucoup, hein. Quand je vous disais, je me suis associé avec des Belges sur le DevOps, le terme DevOps, il est parti d'ici. La RGPD, hein, qui ensuite a donné des lois de réglementation aux US, c'est parti d'ici. Et bien sur Sustainability, c'est le même principe. La CSDR européenne, donc CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est oblige les entreprises à donner de la visibilité. Donc c'est eux qui vont mettre de la pression sur les cloud providers. Il y en a certains, dont un qui commence par AWS, qui est un peu moins transparent que les autres, qui semble-t-il est un peu moins vertueux que les autres là-dessus. Et tu vois, ça avait choqué sur re:Invent lorsqu'il y a eu la keynote. Il y a eu 0 mot dans la keynote sur 2 heures sur la partie Green IT. Après, ça a été... Ils sont très challengés, ouais. Et ouais, et du coup, donc nous, il y a un consortium qui s'appelle Boa Vista, qui est en open source, et la FinOps Foundation, qui est rattachée à la... C'est fou, il y a quelqu'un dans le chat qui en parle. Ah ben génial. Antoine Lagier, bien sûr. Bravo Antoine. C'est lui. Il a un micro sur sa photo, ça se voit que c'est un mec important. Moi, je le connais pas, mais vous le connaissez et il a un micro, donc c'est un mec important. Et du coup, c'est là où l'Europe, je pense, comme on l'a fait sur le DevOps, la RGPD, sur le FinOps, on a un même rôle à jouer. Parce que quand on parle entre nous, Green, tu vois, le fait que ça remonte, c'est hyper important. Je vous jure que c'est vrai, hein, on aurait la même session sur le FinOps aux US. C'est pas dit qu'en 1 heure, on en ait parlé une fois, quoi. Ouais. Alors du coup, pour rattraper le chat, hein, parce que nous on est parti, mais le chat il était parti dans notre sens. Jérôme a bien confirmé que c'était lui qui a acheté toutes les cartes graphiques. D'accord, elles sont toutes chez lui. Il fait de l'IA, donc il a toutes les cartes graphiques chez lui. Et je trouve sa remarque sur les têtes de chien, elle est rigolote, parce que c'est vrai qu'on nous saoule avec ChatGPT, etc. Mais moi, je passe mon temps à faire des CapCut pour avoir des rendus en GTA 5 avec tous mes potes. Et effectivement, on passe notre temps à bouffer des fils dans TikTok qui partent sur du cloud chinois. C'est un peu comme le jeu vidéo, on parle tout le temps de la PS5 dans le salon, mais finalement, c'est les gens dans le bus qui jouent à Candy Crush qui passent le plus de temps à jouer aux jeux vidéo, quoi. Il y a... Moi, je sais pas, est-ce que à la fin de la journée, tu vois, le consumer, c'est ça, l'informatique grand public, est-ce que c'est pas une plus grosse partie que le corporate informatique, quoi? Ah bah, je sais pas ce que tu en penses, Bastien, mais je suppose que tu as lu ce rapport du Green IT de 2018, hein, où il y a un vrai postulat, c'est que déjà, les premiers consommateurs de l'IT, finalement, c'est le grand public. En termes de matériel hardware et ce genre de choses, l'impact carbone, finalement, c'est notre consommation
à consommer du téléphone, consommer des écrans, consommer des télés et ce genre de choses. L'impact carbone mondial, en réalité, lié à l'IT, les décès, c'est une partie, attention, on ne va pas la négliger, mais ce n'est pas 50%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie qui est liée à la consommation. En entreprise, je pense que les départements RSE commencent à prendre conscience aussi de ces choses-là, en se disant ça vaut pas la peine tous les 2 ans de renouveler tout le parc informatique, de filer un iPhone 9 à tout le monde, de changer tous les écrans, les souris, les claviers, enfin tout ça, voilà, il n'y en a pas besoin. Le matériel, il fonctionne, il est viable, et là-dessus, effectivement, il y a des efforts qui se font petit à petit. Et comme dit Bastien avec son logo, hein, c'est la logique du colibri, c'est petit à petit, on va Ouais. arriver à ces bonnes logiques. Ouais, et Ouais, puis puis on a alors, Pardonne-moi, su- ouais, juste vas-y. pour rebondir, on a tous nos propres paradoxes. Et tu vois, moi, je suis plongeur, donc j'adore la nature, mais c'est sûr que quand j'avais plongé en Égypte, bah ouais, t'as un impact CO2 à prendre l'avion, parce qu'en bateau et en voiture, ça va être un peu plus long. Mais chacun, Ou on à a sa vélo, hein. part. Tu peux y aller à vélo en Égypte, hein. Voilà, c'est ça. Et on a tous notre part. Jean Covici, il a écrit un super bouquin là-dessus en disant, même sur les énergies renouvelables, bah, tu as un impact qui est pas. Donc, il faut trouver un mix énergétique. Et on en revient un peu au triangle. C'est que trouver des compromis. Moi, j'ai un client, c'est Mano Mano. Mano Mano, bah, voilà, on peut dire ils ont une activité qui peut avoir effectivement un impact. Et en même temps, il y a des valeurs qui sont associées. Non, J'ai Et j'ai rigolé à cause du commentaire de Jérôme. Il disait voilà. qu'il économisait sur son chauffage en utilisant ses cartes graphiques, donc du coup c'était rentable. Ouais, c'est ça. Je la mets. Ouais, mais pour aller dans ce sens-là, tu vois, un truc tout bête, voilà, le chauffage ici, hop. C'est un peu le même principe, le FinOps. Tu utilises ça, ce que tu utilises pour ton chauffage, tu le fais pour ton cloud. Et l'idée, simplement, mano mano, parce que ils ont vachement anticipé 2021-22, ils se sont dit, ce que tu arrives à économiser sur le cloud, comment tu le transmets en termes de GreenOps. Et la personne en charge du RSE, Antoine Lagier, hein, tu le connais aussi, hein, il a utilisé les rapports qui sortent d'une plateforme qui s'appelle FinOut, une autre plateforme FinOps, et pour faire les rapports trimestriels sur la partie RSE développement durable. Donc les deux sont liés. Moi, j'ai rigolé aussi après au fait de plonger local. Tu habites à Paris, tu veux plonger dans la Seine du coup? Ah, c'est ça. Pour les Jeux Olympiques, je pense ils nous l'ont bien nettoyé, donc ça va devenir possible. On a eu moi, je fais du vélo et dans le monde du vélo récemment, ce qui a fait un peu polémique, c'est les gens, tu sais, qui se font héliporter en haut de la montagne pour la redescendre en VTT. C'est moche. Ouais, en fait, il y en a de plus en plus dans les Pyrénées et ça devient, en dehors de la pollution de l'hélicoptère, ça devient une nuisance en fait pour les promeneurs et tout parce que tu as des hélicoptères H24 au-dessus de ta tronche. Donc, non, bon, oui. Le RSE, on en a parlé. Il faut fermer ce sujet-là parce sinon, on va pas arriver à parler des unit economics. Le RSE, il y a le CO2, il n'y a pas que le CO2. L'informatique, c'est dans le bilan d'un individu. Moi, je mange plus de viande et je prends plus la voiture. Ben, l'informatique et la bière, c'est mes deux principales sources de pollution. Donc, ouais, il y a plein de choses. La Zélande pour la plongée, c'est rigolo. Je sais pas, mais pour le vélo, c'est chouette en tout cas, hein, la Zélande. Les unit economics, on en a parlé un petit peu depuis le tout début. Tu parlais de refacturer à l'utilisateur final. Comment on fait pour savoir ce que ça coûte un compte dans une banque de détail? Comment on fait dans le retail pour comprendre c'est quoi le coût informatique d'un passage en caisse? On parle de FinOps depuis tout à l'heure, on parle du coût des serveurs. Est-ce que les humains de la DSI, on les inclut dans ce coût-là? Comment on fait pour faire en sorte que l'informatique ce soit pas un budget qu'on met à la fin de l'année et on le met le plus bas possible, mais bien quelque chose qui est nécessaire aux opérations au day-to-day dans le reporting, quoi. Je vous lance sur ce sujet-là et puis après on va pouvoir accrocher, quoi. Qui Oui, prend en premier? ouais, moi, je veux bien, en fait. Encore une fois, la FinOps Foundation dont on parlait, donc c'est américain, australien, c'est plutôt le monde anglo-saxon. Et je rends un petit coup de chapeau à Antoine Lagier qui avait monté effectivement Club FinOps en France. Eux, ce côté unit économique, c'est un peu le Graal. Pourquoi? Parce que c'est très business. C'est de se dire, je permets de rendre compte au PDG de la boîte, au directeur financier et à ceux qui portent le business. Tu as vraiment un détail des coûts, de la structuration des coûts. Et en fait, je sais que je peux effectivement le personnaliser, le contextualiser. Donc, tu l'as très bien dit, hein, la transaction, le coût d'acquisition d'un client, dans le retail, dans l'indus, ce sera d'autres exemples. Ça peut être les produits comme Thales que je citais. Et en fait, ça rend le côté très concret, très drivé par la finance. La vertu de ça, c'est quand même, on se rend compte que dans des entreprises, la partie gouvernementale et publique, ça peut être un peu différent, mais
une fois que tu sais, tu as ton levier pour pouvoir l'activer. C'est pas facile à faire, mais le fait de tendre vers ça, ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires et c'est contextualiser client. Et c'est là où l'écosystème, on peut aider à le faire. Parce que ce qu'Antoine, moi ou Clément pourrait faire chez les clients, d'un contexte à l'autre, ce sera les mêmes principes, mais ça va être différent en fonction du métier, du secteur. Puis même la logique du FinOps, finalement, avec du recul, c'est quand même mettre la finance, les achats, la tech, la sécurité, éventuellement autour de la même table pour parler du sujet. Des fois, on inclut même les parties business pour parler de la disponibilité client, etc. Si grâce au FinOps, on arrive à vendre le produit aussi cher, à marger un peu plus, finalement, l'IT, elle peut voir les choses sous un autre angle. C'est faire des économies sur son budget annuel. Et puis voilà, moi-même, je suis en techos. Des fois, quand j'ai un peu de budget pour aller faire mon petit truc un peu cool en R&D ou en innovation, on me laisse la liberté de pouvoir explorer un univers parce qu'il y a du budget. C'est quelque chose qui est super gratifiant personnellement. Donc, c'est comment finalement on arrive à faire travailler tout le monde, faire comprendre à la tech qu'en économisant sur son budget, elle va pouvoir faire d'autres choses. Puis derrière, la finance de l'entreprise va être contente parce que les chiffres sont là, on a augmenté les marges, ça fonctionne bien. Et le rapport coût-performance du produit, il est toujours aussi bon. Et du coup, c'est bénéfique pour toute l'entreprise, clairement. Comment on fait des décisions make or buy si on n'a pas des bons outils FinOps? Je vais m'expliquer avec un cas concret parce que j'ai une amie par exemple qui est logisticienne dans la région et le WMS qu'ils utilisent, il leur facture 20 centimes de l'envoi de paquets. Pour elle, ça lui paraît énorme parce qu'elle paye pas les transporteurs aussi cher que ça, quoi. Mais en fait, on n'est pas capable de dire si on-prem ça aurait coûté plus cher ou moins cher en fait que 20 centimes de l'envoi de paquets. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, déjà, la fiabilité de la donnée, tu as 100% raison. 2, on se rend compte qu'il y a des aberrations, y compris dans les plateformes. Moi, j'en ai vu une pas plus tard qu'hier chez Microsoft qui reconnaît qu'il y a des aberrations, puisqu'ils ont pris une décision, sans rentrer trop dans le détail, mais sur tes réservations, tu pouvais les échanger. Et au 1er juillet 2024, en fait, tu ne peux plus les échanger. Donc, c'est quand même un problème. Et du coup, il y a des saving plans, mais là, c'est sur le compute. Donc, il faut vachement mieux connaître. Et puis, ça fait un pot commun. Donc, pour la refacturation, c'est plus complexe. Et quand l'algo, là, pour le coup, tu as du machine learning qui te préconise sur des saving plans, en fait, il y a plein d'aberrations. C'est pas correct. Donc, pour le WMS, je connais pas le contexte en détail, mais non, mais ce que je veux dire, c'est un éditeur logiciel, quoi. Tu sais, les SaaS, on a l'habitude de facturer à la transaction. C'est plus clair pour le client, mais les logiciels où quand on fait un buy, tu vois, quand tu buys un SaaS qui te facture à la transaction ou à la valeur apportée, tu vois, ton unité économique, il est out of the box, tu vois. Mais si tu avais fait le logiciel, tu l'avais hébergé toi-même, en fait, tu te dis juste, j'ai un serveur, il coûte 500 € par mois, je sais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est souvent minimisé, si je puis me permettre aussi en interne, parce que tu vas avoir tendance à le noyer dans la masse. Et puis l'autre point qui a été souligné par Clément, peut-être les gens en ligne sont moins concernés, mais dans le secteur public, c'est très impactant. C'est le CAPEX et les OPEX. Est-ce que tu mets sur des investissements? Et en fait, souvent le public il va te dire en fait, moi je suis une collectivité locale, tu sais quoi? Si c'est CAPEX, c'est l'État qui paye. Donc en fait, ça m'intéresse que ce soit du CAPEX. Et si c'est des OPEX, c'est des frais effectivement annuels, et là c'est les collectivités. Donc il y a aussi ces biais qui existent, CAPEX, OPEX. Ouais, c'est ça. Acheter des serveurs, ça me passe dans mon CAPEX. Par contre, si j'ai une vraie unité économique, ça me passe dans mon OPEX, quoi. En tout cas, le modèle cloud et de consommation à l'usage et de souscription, c'est la plupart du temps en OPEX. Bon, c'est cool. En vrai, les gens sont partis manger. Il y a moins d'activité dans le chat, ou alors ils sont déjà en train de manger, ils sont encore avec nous. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi, je trouvais ça intéressant en vrai, on s'est pas ennuyé. On n'a pas mis de blanc. Donc, je pense qu'il y avait des choses à dire encore. Et effectivement, le sujet est vachement lié le sujet est vachement lié au GreenOps et au DevOps. Alors oui, le prochain webinar, il va bientôt sortir. C'est un webinar avec un super assureur. On va parler des différentes assurances dont vous avez besoin quand vous êtes freelance et un petit peu de gestion du patrimoine quand on est freelance. Voilà, on alterne les sujets tech et les sujets freelancing. Et je n'ai pas rencontré cet assureur encore, mais je le rencontre bientôt et il a l'air très très gentil. Déjà, il a plusieurs prénoms, donc il est gentil. Donc abonnez-vous à la page LinkedIn de In-Situ si vous voulez être au courant quand ça arrive. Et puis merci Bastien, merci Clément, merci Cassandra et Alexandra, toute l'équipe de In-Situ aussi. Merci. Tu voulais dire Bastien ? Inscrivez-vous aussi sur la page Cloud FinOps. On fait partir cet après-midi
une newsletter, et avec le consortium, donc Finos Foundation Linux dont on a parlé, il y a un protocole, parce qu'il y a un peu de lobbying pour mettre la pression sur les cloud providers, et ça s'appelle Focus, et c'est sur ce thème-là. Et je remercie les gens, dont Julien, qui ont bossé sur ce sujet. Et puis merci de votre accueil. Et j'ai plein d'adresses de plongée maintenant, notamment en Belgique, c'est cool. Alors, si tu veux, nous, on a des collègues à La Réunion, ils plongent avec des baleines. Je t'enverrai des photos. Ouais, ça va être mieux. Clément, ton mot de clôture? Mon mot de clôture, bah écoutez, beaucoup de choses pour 2024 vous attend avec l'Ota Cloud, hein, c'est clair. J'ai mon associé qui charbonne à fond en ce moment. On a parlé justement de la refacturation, la vision par business unit. Ça, c'est un vrai sujet qu'on est en train de développer avec un partenaire lyonnais. On est de Lille, mais on bosse avec les Lyonnais quand même de temps en temps. Et du coup, Mais non, mais c'est bien, ça permet de varier Donc, les repas. Tu n'es pas obligé de manger des Welsh tous les jours. De temps en temps, tu ouais, peux aller c'est dans un ça, bouchon. exactement. Il fallait pouvoir manger un peu de rosette et puis des plats un peu plus typiques. Mais voilà, il y a des super Super sujets. fromage Et quand puis, même en région on lyonnaise. pense attaquer la partie GreenOps du coup, au travers de l'Ota Cloud en 2024. Donc, que des beaux sujets en tout cas qui vous attendent sur notre plateforme. Et puis, n'hésitez pas en tout cas si jamais certains veulent découvrir l'outil. Ce serait une joie en tout cas de vous le présenter dès demain. Je mets l'outro, d'accord. Je mets la fin. Restez avec moi, Bastien et Clément. On débrief en off après, une fois que c'est fini. Merci à tous les gens qui sont venus. Merci aux gens qui ont regardé la rediffusion en entier. Merci aux gens qui revoient le best-of ou la rediffusion sur le replay sur YouTube. C'était chouette. Et merci pour toutes les questions aussi, hein. Moi, j'avais prévu des questions, mais je les ai quasiment pas utilisées parce que toutes les questions sont venues du chat. C'était un super webinaire encore. Merci beaucoup et à bientôt.